Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Le 19 juillet dernier, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI, a rendu son arrêt, vous vous rappelez. Cette Chambre statuait sur l'appel fait par les avocats du président Laurent Gbagbo le 20 mars 2017. Pour rappel, cette démarche concernait justement la décision de la Chambre de première instance de la CPI qui refusait pour la 11e fois la demande de mise en liberté provisoire du président Laurent Gbagbo. La Cour d'appel a rendu son arrêt, je le dis, le 19 juillet dernier, avec Maître Abiba Touré. Nous allons en faire une analyse de contenu de cet arrêt que nous-mêmes, nous ne comprenons pas toujours. Schéma directeur, thème, la problématique de la libération provisoire du président Laurent Gbagbo. Invité, je l'ai dit, Maître Abiba Touré, avocat au barreau de Paris. Je rappelle que Maître Abiba Touré est l'avocate de la famille Laurent Gbagbo. Alors, Maître, sans transition, pourquoi la Chambre d'appel de la CPI n'a pas cassé la décision de la Chambre de première instance de cette institution, qui refuse depuis longtemps la liberté provisoire au président Laurent Gbagbo? Elle demande donc à cette Chambre de revoir sa copie. Alors, que prévoit justement le statut de Rome dans ce sens? Écoutez, la Chambre d'appel a cassé, c'est pas qu'elle n'a pas cassé, c'est qu'elle a cassé, enfin, si on devait utiliser ce terme-là, elle a cassé, critiqué, cassé la décision et renvoyé effectivement l'affaire devant les juridictions de première instance afin que ces dernières tiennent compte de sa décision à elle. Alors pourquoi la Chambre d'appel, elle fonctionne un peu comme la Cour de cassation en France. Elle regarde si il a été fait une bonne application de la règle de droit et si les principes, les dispositions légales et le droit n'a pas été ou mal interprétés ou les principes élémentaires n'ont pas été violés. Lorsque c'est le cas, dans ce cas-là, elle casse et elle renvoie l'affaire devant la juridiction de première instance afin que cette dernière donne une décision conforme aux dispositions légales et donc en l'occurrence aux dispositions du statut de Rome. Donc ce n'est pas faux de dire, parce que dans la presse on en parle en ce moment beaucoup, on peut donc dire que la Chambre d'appel a cassé la décision de la Chambre de première instance. Oui, on peut le dire. On peut le dire dans la mesure où on fait un parallèle avec le fonctionnement des procédures que l'on connaît aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en France, puisque la Cour de cassation en France a vocation effectivement à casser les arrêts rendus par la Cour d'appel et à renvoyer devant cette dernière de manière à ce qu'une nouvelle décision soit rendue en tenant compte de son arrêt à elle. Donc effectivement, dans ce cas d'espèce, la Chambre d'appel a fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle casse, elle dit je ne suis pas d'accord, la décision rendue n'est pas conforme aux dispositions légales et je vous renvoie donc l'affaire afin que vous rendiez une décision conforme.
Mais la difficulté à comprendre le fonctionnement de la CPI, est-ce que ça ne vient pas du fait que du point de vue juridique, c'est une symbiose entre le common law qui est anglo-saxon et le système latin? Parce que c'est toujours difficile. Oui, alors il y a nécessairement, effectivement, des confusions et des difficultés à essayer de comprendre le fonctionnement de la Cour. Mais en l'occurrence, le fonctionnement de la Chambre d'appel, si on fait le parallèle avec la Cour de cassation, bon, ça rend un peu plus fluide finalement la compréhension de ce qui s'est produit, à savoir le fait qu'elle n'ait pas rendu une décision de mise en liberté provisoire, mais qu'elle ait indiqué, qu'elle ait critiqué la décision rendue et qu'elle ait renvoyé devant la juridiction de première instance afin que cette dernière tienne compte de sa décision à elle. Alors la Chambre d'appel demande donc au juge de première instance de corriger des erreurs de droit qui ont été commises dans la prise de leur décision. Alors, ces erreurs-là, quelles sont-elles finalement? Bon, écoutez, les plus flagrantes qui ont été émises, c'était justement le fait que la juridiction de première instance avait motivé sa décision de rejet de mise en liberté provisoire au motif que le président Laurent Gbagbo ne reconnaîtrait pas les faits pour lesquels il est poursuivi, dont on l'accuse. Parce qu'il a plaidé non coupable. Oui, non seulement il a plaidé non coupable, mais concrètement, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, et que donc il est donc innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable, et tant qu'il n'a pas été apporté la preuve de cette culpabilité, preuve que le bureau du procureur a bien du mal à apporter en tout état de cause, mais il apparaît aberrant à ce stade-là, alors qu'on a un procès en cours, de faire grief au président Laurent Gbagbo de ne pas reconnaître les faits pour lesquels il est poursuivi. Donc cette motivation-là, la Chambre d'appel a indiqué qu'elle ne tenait pas la route et qu'elle violait justement le principe de la présomption d'innocence. Voilà. Un autre argument de la Chambre de première instance, que Laurent Gbagbo est populaire et puis il a des soutiens, donc il peut fuir. Est-ce que cet argument est vraiment sérieux quand on sait que la CPI dispose de beaucoup de moyens pour surveiller, je ne sais pas, pour Laurent Gbagbo? Alors, pour moi, ce moyen n'est pas du tout pertinent parce que, premièrement, faire grief à un homme d'être populaire, ça paraît aberrant dans un système démocratique. Je veux dire, il est populaire parce qu'il est aimé de son peuple, il est populaire parce que c'est une figure panafricaine, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un crime. Mais en tirer pour conséquence que parce qu'il est populaire, il ne présente pas les garanties de représentation et qu'il pourrait fuir, ça me paraît extrêmement critiquable pour la simple et bonne raison que le président Laurent Gbagbo, un homme qui n'a pas fui sous les bombes, pourquoi voulez-vous qu'il fuit un système judiciaire? Ça paraît aberrant. Je veux dire, il est resté président de la République de Côte d'Ivoire jusqu'au bout, jusqu'au 11 avril 2011. Il n'a pas fui les bombes. Pourquoi voulez-vous qu'il fuit un système judiciaire? Quelqu'un qui ne fuit pas les bombes ne va pas fuir un processus judiciaire. Donc cet argument me paraît complètement farfelu, en réalité, et peu pertinent au regard de la personnalité, au regard des garanties de représentation, parce que vous vous doutez bien que s'il est remis en liberté, il sera mis en liberté dans un État membre du statut de Rome, donc qui aura ratifié le statut de Rome, donc qui aura consenti et reconnu toutes les dispositions du statut de Rome et qui devra les appliquer. Donc je ne vois pas dans ce contexte-là se limiter au fait que, mais comme il est populaire et qu'il bénéficie d'un réseau, d'ailleurs lequel? De quel réseau bénéficie-t-il? Je ne vois pas. Si c'est le peuple, la mobilisation populaire qui constitue un réseau, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, il faudrait s'inquiéter du manque de popularité de M. Ouattara et donc s'interroger sur dans quelle manière il a pu se faire élire. Voilà, c'est surtout ça qu'il faudra en déduire. Mais la popularité en tant que telle m'apparaît comme duquel on tire le fait qu'il ne puisse pas se représenter devant la juridiction m'apparaît farfelu. Donc pour vous, le fait que la Chambre d'appel considère cette démarche, en fait cet argument comme une erreur est justifié? Mais pour moi, le fait qu'on puisse considérer que la popularité d'un homme, finalement, ne permettrait pas sa représentation ou constituerait un risque quant à sa représentation devant la Cour, ne tient pas la route. On ne parle pas d'un homme qui a fui, on ne parle pas d'un homme qui s'est caché, on parle d'un homme qui n'a même pas fui les bombes. Ce n'est pas Mme Bensouda qu'il va fuir. Ça n'a pas de sens en soi. Et sa popularité témoigne juste de l'affection qu'un peuple a pour lui, que des Africains ont pour lui, mais ne peut pas constituer un élément motivant
un rejet de cette demande de mise en liberté provisoire. Il y a une troisième erreur que la Chambre d'appel a relevée. Il s'agit de la question de la santé du président Laurent Gbagbo. Cette santé, justement, est liée à son âge, on peut le dire. Il a 72 ans. Alors, comment quelqu'un qui est resté avec sa famille, vous l'avez dit, et ses collaborateurs dans sa résidence avec des bombes, peut-il fuir pour un procès ? Vous en avez parlé, oui, mais, le problème de la santé. Oui, mais le problème de la santé, je tiens quand même à préciser que les problèmes de santé tiennent surtout à ces conditions de détention entre les mains de M. Ouattara, qui, contrairement à ce qu'il indiquait, ne faisait pas en sorte, n'avait pas détenu le président Laurent Gbagbo en toute légalité et dans le respect et la dignité dus à l'homme et à son statut d'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est tout cela qui a nécessairement impacté la santé du président Laurent Gbagbo, qui, comme vous l'indiquez, a 72 ans. Mais, et c'est sur quoi d'ailleurs on insiste, c'est-à-dire que bon, concrètement, un homme de 70, il n'est pas grabataire, c'est pas ça la question, mais qui a besoin de soins dus aux conséquences de sa détention et à son âge, bien évidemment, sa place est-elle véritablement en prison? Est-ce qu'on voit le président Laurent Gbagbo, mais je dirais même indépendamment de son âge, fuir? Je pense que ça ne répond à rien. Il ne sera pas son premier procès politique. Bon, bien que le rapport sur la santé du président Laurent Gbagbo reste secret, bon, les juges sont au courant, la chambre d'appel, vous-même certainement. Mais alors pourquoi la chambre de premier instant n'en tient pas compte? Mais écoutez, ça fait quand même la 11e fois qu'elle... Oui, mais elle n'en tient pas compte, parce que, enfin, n'en tient pas compte, ça, faudrait lui demander à elle pourquoi elle n'en tient pas compte, mais elle ajoute à cela un certain nombre d'éléments, comme on évoquait tout à l'heure, concernant la popularité, pour procéder directement au rejet. C'est-à-dire que dans sa conception, dans sa manière de voir les choses, elle a sous-pesé, je suppose, en disant, voilà, quels sont tous les éléments de notre possession, et en déduit qu'il ne faudrait pas le remettre en liberté. Mais quand même, il convient de préciser que le juge président n'était pas d'accord et avait rendu une décision dissidente. Donc la décision critiquée n'avait pas fait l'unanimité. Alors, on le sait, depuis le 30 novembre 2011, le président Laurent Gbagbo est à La Haye, à la prison de Schwenningen. Bon, son procès a commencé le 28 janvier 2016. Alors, quel temps prévoit justement le statut de Rome en ce qui concerne la détention préventive? Mais en fait, il n'y a pas de temps précis. Bon. Ce qui est évoqué, c'est qu'on essaie de détenir, il faut que la personne soit jugée dans un temps raisonnable, la détention doit se situer dans une durée raisonnable, c'est ce qui est indiqué, mais vous n'avez pas de délai, de temps précis. Mais ce qui est certain, c'est que, et ce qui devrait alerter d'ailleurs la Cour, c'est que, en principe, la détention est l'exception et la liberté la règle. C'est-à-dire, c'est si vraiment il n'y a aucun autre moyen pour permettre l'enquête, pour permettre la tenue du procès, pour garantir la représentation de la personne accusée, que l'on place en détention. Or, l'enquête, elle est terminée, vu qu'on est au stade où le procureur présente tous ses moyens de preuve. Donc, il n'y a pas de difficulté concernant l'enquête. Bon, concernant le procès a lieu, donc il n'y a pas de danger concernant le procès qui se tient depuis 2016. Concernant les garanties de représentation, ça paraît aberrant, à moins que la Cour nous explique qu'elle n'a pas confiance à tous les États membres. À tous ces États partis, donc les États quand même qui la financent, à moins de nous expliquer qu'elle n'a pas confiance en ces États et en leur application des dispositions du statut de Rome, rejeter les demandes de mise en liberté au prétexte qu'on n'est pas sûr qu'ils pourraient se représenter, c'est aberrant. Ça ne paraît pas pertinent. D'accord. La Chambre de première instance avait demandé, on se rappelle, à Mme Fatou Bensouda de compléter ses preuves. Mais jusque-là, ces témoins qui se succèdent à la barre, ces témoins à charge qui deviennent des témoins à décharge, bon, on parle là-bas de témoins hostiles. Alors jusqu'à quand va durer ce manège? Mais écoutez, le bureau du procureur est censé présenter tous ses moyens de preuve. Donc c'est à lui de voir quand est-ce qu'il aura terminé de présenter tous ses témoins. C'est quand même lui qui porte l'accusation. C'est quand même lui qui a retenu un certain nombre d'événements et de faits contre le président. C'est lui encore qui a sélectionné tous ces témoins qu'il estime être des témoins à charge, justifiant, démontrant, illustrant
les faits et les accusations portées à l'encontre du président Laurent Gbagbo, à lui d'indiquer quand il aura terminé de faire état de tous ces témoins, de manière à ce que le reste de la procédure puisse avancer dans le cadre de ce procès. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Franchement, c'est à Mme Bensouda qu'il faut poser la question. Je ne suis pas je ne suis pas sa confidente et je ne sais pas du tout sa stratégie judiciaire. Et franchement, j'avoue ne pas comprendre le déroulé, en tout cas, de leur stratégie, de la stratégie d'accusation, puisque, comme on l'a indiqué, tous les témoins qui s'avéraient être à charge finissent par être des témoins à décharge. On nous avait annoncé, il y avait ces grands effets d'annonce que vous allez voir des grands officiers, des grandes personnalités du régime Gbagbo, dixit Madame Bensouda, et vous allez voir qu'on va apporter la preuve. Bon, finalement, toutes ces personnalités qui sont arrivées ont fait état de quoi? Des attaques des rebelles, des exactions sur les populations civiles, et n'ont pas du tout impliqué le président Laurent Gbagbo. Donc on a vraiment du mal à comprendre le déroulé de ce procès. Mais pourquoi dans sa décision de ne pas accorder une liberté provisoire à Laurent Gbagbo, les juges ne tiennent pas compte du fait que les témoins qui se succèdent n'arrivent pas, il n'y a pas de preuve? Qu'est-ce que c'est pas un élément qui peut... Mais parce que la chambre d'appel, comme je vous l'ai dit, oui, elle s'est prononcée sur les principes et les règles de droit, et elle renvoie à la juridiction de première instance. Donc maintenant, on verra bien quelle sera la nouvelle motivation de la juridiction de première instance au regard de la position de la chambre d'appel et au regard, comme vous l'avez indiqué, du fait que tous les témoins qui ont défilé se sont avérés être en réalité des témoins à décharge. En tout cas, il n'y a aucun élément qui puisse permettre de mettre en évidence le fameux plan commun et qui puisse permettre de retenir... Les femmes d'Abobo. Oui, exactement, et qui puisse permettre de retenir la culpabilité du président Laurent Gbagbo. Donc attendons de voir ce que la juridiction de première instance va rendre comme décision. Alors, quelles pourraient être les conséquences d'un prochain refus, n'est-ce pas, de la chambre de première instance d'accorder la liberté provisoire à Laurent Gbagbo? Alors, elle le peut, évidemment. Elle peut effectivement essayer de motiver différemment la décision qu'elle avait rendue tout en s'opposant à toute demande de mise en liberté provisoire. Elle le peut. La seule chose, c'est que ça, je pense concrètement, cette décision dans ces cas-là pourrait être extrêmement et vivement critiquée. On verra à ce moment-là la motivation. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faudra voir comment cette décision pourrait être motivée. Mais je pense que ça rend la situation du bureau du procureur encore plus précaire. Précaire pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à 6 ans, bientôt 7 ans, des événements de la crise post-électorale, donc à pratiquement 7 ans de détention, 6-7 ans de détention pour le président Laurent Gbagbo, avec aucune poursuite pour les graves exactions intervenues sur la majorité des victimes de la crise post-électorale, parce que, je le rappelle, les 4 événements qui sont reprochés au président Laurent Gbagbo font à peu près 360 victimes directes, avec les ayants droit, c'est-à-dire les héritiers des personnes décédées, on arrive à 700, pour une crise qui a fait 3000 morts, dont 1000 morts en une seule journée dans l'Ouest. Donc ça ne fait, à mon avis, que rendre encore plus précaire la situation du bureau du procureur, à démontrer son 2 poids 2 mesures, et ça, même si elle s'en défend, elle donnerait tout simplement le sentiment d'être extrêmement partisane et partiale dans sa gestion de la procédure, de la situation ivoirienne, avec toutes les personnes, tous les auteurs présumés des exactions de la crise post-électorale. Donc je pense qu'en tout état de cause, aujourd'hui, la défense est dans une situation plus ou moins confortable par rapport au bureau du procureur. Bureau du procureur qui attend 5 ans pour constituer tous les éléments de preuve, toutes les preuves en vue d'un procès, alors qu'ils se sont dépêchés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont mis en moins d'1 mois d'enquête, ils ont demandé à ce que le président Laurent Gbagbo soit transféré. Donc il leur faut 1 mois pour demander le transfert d'un homme, et 6 ans après, on attend toujours le transfert des éléments des forces pro-Ouattara, ou de M. Ouattara lui-même. Hein. Pourquoi pas, puisque c'est lui le chef des armées, de cette armée considérée comme rebelle, et qui s'en est pris aux populations civiles. Des FRCI, il se revendiquait de M. Ouattara. Donc concrètement, je pense qu'aujourd'hui, le temps joue pour la défense et contre le bureau du procureur, quelle que soit la décision qui pourrait être rendue par la juridiction de première instance. Maître Abiba Touré, dans la décision de la chambre d'appel, elle ne donne pas
une injonction à la Chambre, à la première instance, de pencher dans une voie comme dans une autre voie, mais elle ne veut pas influer sur la décision qui va être prise. Comment vous voyez ça? Mais parce qu'elle n'a pas vocation à le faire. Comme je l'ai indiqué, elle est censée, elle a contrôlé si il n'y a pas eu d'erreur de droit et si la règle de droit a bien été respectée. Dès lors qu'elle estime que la décision est critiquable sur un certain nombre de points de droit, elle renvoie, elle casse et elle renvoie devant la juridiction de première instance, mais elle n'a pas à dicter à la juridiction de première instance la décision que cette dernière doit rendre. Mais en le disant, est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse? Non, puisque ce sont les dispositions du statut de Rome qui prévoient. La Cour de cassation n'a pas vocation à juger. Elle a vocation ou à rejeter les pourvois ou à casser les arrêts. Mais elle n'a pas vocation, même si ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare, elle n'a pas vocation à juger le fond. Elle casse et elle renvoie. Donc ce n'est pas un aveu de faiblesse. L'aveu de faiblesse pourrait intervenir au regard de la motivation que pourrait donner la juridiction de première instance si elle s'entête effectivement, à ne pas remettre le président Laurent Gbagbo en liberté provisoire en se fondant sur une motivation qui pourrait être contestable. Est-ce que la Chambre, la défense du président Gbagbo, si je touche du bois, si la Chambre de première instance refusait une deuxième fois cette demande de liberté provisoire, est-ce que la Chambre, les avocats de Laurent Gbagbo ont encore la possibilité de retourner en principe, une fois que la juridiction a statué, à moins de relever vraiment des erreurs de droit flagrantes, et ça sera un peu compliqué, la décision aura vocation à s'appliquer. Mais comme vous l'indiquez, on en est à la 11e décision de rejet. Il pourrait y avoir 11e décision qui se sont avérées des décisions de rejet. Il ne faut pas supputer des autres décisions qui pourraient intervenir et qui pourraient s'avérer positives. Il ne faut pas non plus qu'on ait une vision trop pessimiste de ce qui pourrait intervenir par la suite. On pourrait avoir une décision accordant une mise en liberté provisoire. Je ne pense pas qu'il faille être défaitiste de ce côté-là. Il ne faut pas faire d'excès d'optimisme, mais il ne faut pas non plus être pessimiste. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie des avocats de la République de Côte d'Ivoire qui parlaient justement à propos de la liberté provisoire de Laurent Gbagbo, qui parlait de résidence surveillée? Oui. Ouais. Bon, il y a d'autres qui parlent d'un bracelet électronique. J'ai entendu ça sur une radio internationale. Bon, je pense qu'il ne revient pas aux avocats de la République de Côte d'Ivoire de déterminer les conditions de la liberté provisoire qui pourrait être accordée au président Laurent Gbagbo. Ça, ce n'est pas leur travail, ça ne leur revient pas, d'accord ? Ça revient à la Chambre. C'est à la juridiction de première instance, c'est à la Cour pénale internationale de fixer les modalités de la mise en liberté provisoire du président Laurent Gbagbo si elle fait droit à sa demande de mise en liberté provisoire. C'est à elle et à elle seule. Il ne revient pas aux avocats de la République de Côte d'Ivoire de le faire. Mais bon, ça en dit long aussi sur la méthode, c'est-à-dire que ça donne bien l'impression que finalement les avocats de la République de Côte d'Ivoire, bon, c'est eux qui permettent ou non, semble-t-il, qu'est-ce qu'il en est dans ce cas-là en Côte d'Ivoire, les mises en liberté de tel ou tel. Ça en dit long sur le système interne de la Côte d'Ivoire actuelle. Mais dans un état de droit, ce n'est pas les avocats qui décident d'une mise en liberté provisoire, c'est une juridiction. On va revenir un peu à votre cliente, Mme Gbagbo. Elle a été, la cour d'assises l'a libérée. Elle est encore en prison parce qu'elle a 20 ans. Est-ce que les deux procès sur le chef d'accusation n'étaient pas liés? Alors, je reviens sur un point. La cour d'assises, concernant les crimes contre l'humanité qui lui étaient reprochés, ne l'a pas libérée, ils l'ont acquittée. Ce qui est différent, puisqu'elle est toujours détenue en exécution de la peine rendue par la cour d'assises l'année dernière pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Bon. Alors, ce que ça montre surtout, c'est que ça montre l'aberration du système, parce qu'il est relevé, en réalité on voit bien que c'est parce qu'on n'a pas fait le jeu de la cour d'assises que les témoins, parce qu'on a quand même accusé Mme Simone Gbagbo de crimes contre l'humanité, de crimes assez graves, au regard des accusations qui sont portées contre elle, lorsqu'on demande à ce que les principaux acteurs de la crise post-électorale viennent témoigner et que cela nous est refusé, parce que je ne vois
vois pas comment vous pouvez juger Madame Simone Gbagbo en ce qui concerne les événements de la marche des femmes d'Abobo sans que le directeur de la police, le DG de la police soit là. Voilà, ça me paraît aberrant, surtout que manifestement, lorsqu'il s'agit d'aller à la CPI, il sait y aller. Donc je ne vois pas pourquoi, dans le cadre du procès des assises, cela ne nous permettait pas de le faire citer. Je ne vois pas pourquoi, concernant la marche sur la RTI, où M. Soro a bombé le torse en indiquant aux gens « bon, moi, je vais aller placer le nouveau directeur qu'on ne puisse pas faire citer M. Soro ». Voilà, bon, ce sont des situations de blocage qui, à un moment donné, dans la mesure où la juridiction, le parquet général, se refusait à permettre la comparution de ces personnes-là, il me semblait difficile pour la cour d'assises de procéder à la condamnation de Mme Simone Gbagbo alors que les principaux témoins étaient non comparants et qu'on s'efforçait de faire en sorte qu'ils ne puissent pas comparaître. Donc ça, sur ce point-là, la décision me semble parfaitement logique. Mais effectivement, ça n'enlève en rien le fait que la première décision ait un caractère purement politique. Pourquoi ? Parce que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, Mme Simone Gbagbo, elle ne sait pas ce qu'on lui a reproché. C'est-à-dire qu'elle a été condamnée à 20 ans d'emprisonnement pour atteinte à la sûreté d'État, sans qu'on lui explique ce qu'elle a fait. Ce que je dis souvent, c'est comme si je vous fais condamner, je vous poursuis pour vol, je vous fais condamner pour vol, et quand vous me demandez « mais qu'est-ce que j'ai volé, quand est-ce que j'ai volé et à qui j'ai volé ?» je vous dis « ah, tout le monde le sait ». Mais je ne vous le dis pas. Donc aujourd'hui, on est dans une situation complètement ubuesque où effectivement, elle a été condamnée à 20 ans pour atteinte à la sûreté d'État. D'ailleurs, ce sont des condamnations un peu fourre-tout, hein. On y met tout et rien à la fois, et dans laquelle elle ne sait toujours pas ce qu'elle a pu accomplir comme acte qui serait constitutif d'une atteinte à la sûreté d'État. C'est pas toujours comme vous a Maître Habiba Touré. L'affaire Michel Babo contre Soro Guillaume, où vous en êtes? La procédure est toujours en cours. Alors je vois que M. Soro fanfaronne, mais ce que M. Soro ne dit pas, c'est que s'il fanfaronne aujourd'hui, c'est qu'il a bien dû se plier à la convocation du juge d'instruction, qu'il a bien dû répondre aux convocations du juge d'instruction, lui qui s'y refusait pendant des années. Donc c'est ce qui lui a permis de quémander auprès de la juge d'instruction qu'elle ne l'arrête pas. Il a répondu, ça on ne le savait pas. Oui, c'est parce qu'il a répondu aux questions du juge d'instruction, et c'est ce qui lui permet maintenant de fanfaronner un petit peu à Paris, mais il se garde bien de dire qu'il est considéré comme mis en examen, il se garde bien de dire que la procédure se poursuit, et il se garde bien de dire, bah oui, c'est qu'il a bien dû supplier pour qu'on n'exécute pas le mandat pour le forcer à répondre à ces fameuses questions. Alors, quelle sera la suite de cette affaire? Écoutez, la procédure se poursuit. À la fin, lorsque le juge d'instruction estimera que son information est terminée, elle rendra une décision qui pourrait aboutir effectivement au renvoi des accusés devant la juridiction de jugement, que ce soit le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Mais les faits, les accusations portées par Michel Gbagbo étant des faits criminels, évidemment, ce que nous voulons, c'est le renvoi de toutes ces personnes devant une cour d'assises. Dernièrement, on a assisté, on a suivi de très près le procès du docteur Aswadou et ses co-accusés. Il a pris 4 ans. On n'a pas vu les preuves de son accusation. Comment on peut expliquer ça? Mais là, pareil, je pense que ce sont des personnes, vous savez, quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. Bon, malheureusement, M. Aswadou est victime de ça. C'est-à-dire qu'on ne trouve rien. Toutes les personnes qui étaient censées être des témoins à charge, un peu comme dans le procès du président Laurent Gbagbo, s'avèrent être des témoins à décharge. On n'arrive pas à retenir un quelconque fait contre lui. Donc, on vous colle des accusations, des condamnations fourre-tout d'atteinte à la sûreté d'État ou de trouble à l'ordre public. Et ça, c'est fourre-tout, parce qu'on ne vous dit pas exactement quels sont les faits, quels sont les actes accomplis qui seraient constitutifs de ces infractions. Il y a aussi que... Je ne sais plus combien ils sont encore, les prisonniers qui sont de M. Ouattara suite à la crise post-électorale. Mais pourquoi on n'arrive pas à juger pour certains, depuis 5 ans qu'ils sont en prison, on n'arrive pas à les juger? Je pense que c'est à M. Ouattara et à son administration qu'il faut le demander. Mais la question, en réalité, c'est est-ce que véritablement on veut les juger? Est-ce qu'il y avait une volonté de les juger, ou est-ce qu'il n'y a pas une volonté simplement de neutraliser l'opposition? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de créer un climat de terreur
vis-à-vis des gens de l'opposition, en indiquant que si vous devenez un peu trop gênant, vous finissez en prison. Donc, est-ce que ce n'est pas ça? Parce que concrètement, on voit bien que les procès ne tiennent pas la route. Quand il y a procès, ça ne tient pas la route, et que les périodes de détention sont excessivement longues. Il y a un petit moment, vous avez introduit avec des ONG de l'ouest de la Côte d'Ivoire une démarche auprès de la CPI pour qu'on prenne en compte les victimes de la crise post-électorale de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Où vous en êtes avec cette démarche? Écoutez, comme vous le savez, effectivement, vous faites bien en parler, puisqu'aujourd'hui, il y a 4000 victimes qui nous ont mandaté, Maître Dadje et moi-même, devant la Cour pénale internationale, au fin d'obtenir, en tout cas, l'ouverture de poursuites à l'encontre des personnes qu'elles accusent. Donc aujourd'hui, l'objectif est vraiment d'amener le bureau du procureur à s'interroger et à mener des poursuites concernant des enquêtes et des poursuites à l'encontre des personnes visées par ces dénonciations de crimes formulées par près de 4000 victimes. Je rappelle que quand même, la crise post-électorale a fait officiellement 3000 morts. Je rappelle encore que le président Laurent Gbagbo est poursuivi pour 360 victimes dont on a du mal à lui apporter la preuve de sa mise, en tout cas du fait qu'il puisse être impliqué dans ces exactions. Et de l'autre côté, vous avez 4000 victimes qui demandent à la Cour pénale internationale de poursuivre. Et ces 4000 victimes, elles viennent avec des éléments de preuve, elles viennent avec des témoignages, elles sont prêtes à témoigner. Le bureau du procureur le sait très bien. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'amener le procureur, qui dit qu'il poursuit ses enquêtes, à délivrer des mandats d'arrêt à l'égard des personnes accusées par ces victimes. Quel délai a-t-elle pour vous répondre, à ça? Il n'y a pas de délai, mais vous savez, la chose est très simple. Je pense que le bureau du procureur s'est considérablement discrédité et fait l'objet d'un certain nombre de critiques, parce que quand vous avez 4000 victimes qui vous saisissent, alors que de l'autre côté, vous menez un procès pour 360 victimes, ça vous discrédite. Parce que ces 4000 victimes, elles n'ont pas eu les moyens du bureau du procureur pour réunir les éléments de preuve et lui faire parvenir. Alors, nous sommes en relation avec le bureau, avec la juridiction. C'est vrai, on ne peut pas le cacher. Évidemment que nous sommes en relation avec eux et qu'ils disent se préoccuper du sort de ces victimes. Mais ça ne nous suffit pas. C'est-à-dire se préoccuper et l'enquête menée, ça ne nous suffit pas. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est plus des promesses, c'est plus des oui, nous travaillons, c'est des éléments, des preuves concrètes par la délivrance de mandats d'arrêt, surtout qu'on a bien vu, le bureau du procureur est capable de délivrer des mandats d'arrêt très rapidement, puisque comme je vous l'indiquais, c'est après 1 mois d'enquête qu'ils ont délivré des mandats d'arrêt contre le président Laurent Gbagbo. Donc après 6 ans, je suppose qu'ils sont largement en capacité de délivrer des mandats d'arrêt. C'est pour ça qu'à chaque fois on dit la même chose, on demande au bureau du procureur de ne pas faire de politique, ce n'est pas son rôle. Elle n'a pas à faire de politique. Et si elle dit véritablement se soucier du sort des victimes, elle doit se soucier du sort de toutes les victimes sans aucune distinction, elle doit prendre en considération ces 4000 victimes qui l'ont saisi. Vous pensez que dans le procès de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, ces 4000 victimes auront droit de citer à l'avenir? Elles n'ont pas à citer dans le cadre du procès du président Laurent Gbagbo, puisqu'elles n'impliquent pas le président Laurent Gbagbo. Donc elles n'ont pas vocation à interférer dans le cadre de cette procédure. Mais il est évident que ça crée un malaise auprès de la juridiction. Ça crée un sérieux malaise, puisque je vous rappelle que la Cour avait vocation initialement à enquêter sur les crimes les plus graves. Comment comprenez-vous qu'elle enquête sur 1/10 des crimes intervenus en Côte d'Ivoire? Parce que si on comprend la logique du bureau du procureur, le plan commun, Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, le plan commun, ce fameux plan commun, avec les FDS, avec les milices, avec tout cela, ça fait 360 victimes. Aberrant. Dans une crise qui a fait plus de 3000 morts. Aberrant. Et de l'autre côté, M. Ouattara, M. Soro, les Comzones, eux sont accusés d'avoir fait plus de 4000 victimes. Que fait le procureur? C'est à ça, notre objectif, nous, c'est de mettre le bureau de procureur face à ses responsabilités. À elle, et c'est elle qui doit qui doit s'interroger par rapport à ces victimes, c'est à elle de leur apporter des solutions, c'est à elle de poursuivre. Ces victimes ne demandent que justice. Et si elles n'ont pas justice et que demain elles se font justice elles-mêmes, ce sera de la faute du bureau du procureur qui n'aura pas su poursuivre alors qu'on a cessé de lui demander. Donc aujourd'hui, franchement, nous continuons.
il y a d'autres victimes qui se mobilisent, donc nous continuons. Et l'objectif vraiment, c'est d'accentuer cela et de permettre, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises victimes, il n'y a que des victimes et le bureau du procureur est censé avoir cette vision-là. À partir de ce moment-là, nous continuons, nous, à apporter les éléments de preuve, nous continuons à échanger avec eux, à avoir des centres de travail avec eux, il n'y a pas de difficulté, mais l'objectif est véritablement qu'il y ait des mandats d'arrêt et on n'y renoncera pas. D'accord. On va revenir à l'affaire de la chambre d'appel. Quel délai la chambre de première instance a ou quel délai ont la défense de Laurent Gbagbo pour redemander encore une énième liberté provisoire? Mais finissons d'abord avec celle-là. Vous me parlez de la prochaine, mais finissons d'abord avec celle-là. Parce que peut-être d'ici septembre, octobre, la juridiction de première instance rendra une décision qui tiendra compte de la position, de l'arrêt de la chambre d'appel. Donc je pense qu'il faut s'accorder un peu de temps et ne pas penser à une énième demande de mise en liberté, alors qu'on n'a pas encore... Nous sommes devenus pessimistes. Oui, j'entends bien. Mais je pense qu'il ne faut pas, sans faire d'excès d'optimisme, je pense qu'il faut régler problème par problème. Et ce problème-là n'est pas terminé, c'est-à-dire on demande à la juridiction de première instance de se prononcer au regard des préconisations de la chambre d'appel, et en espérant que ça puisse aboutir... Donc c'est à la prochaine rentrée judiciaire, c'est-à-dire après septembre. Exactement. Dernièrement, il y a que les juges de la chambre préliminaire la chambre de première instance ont demandé à Mme Fatou Bensouda, si je ne me trompe pas, de réduire le nombre de ces témoins. Initialement, j'étais 168, il y a 21 qui ont dû... Comment on peut expliquer ça? Mais écoutez, parce qu'en fait, après, encore une fois, c'est à l'accusation de se prononcer et de voir par rapport à ça ce qu'elle compte faire. Mais s'il faut ramener des témoins qui viennent raconter, excusez-moi, leur vie, sans qu'on puisse relier ce qu'elles indiquent au président Laurent Gbagbo, quel intérêt? Parce que concrètement, c'est un homme qui est jugé. C'est un homme. Bon. Donc finalement, c'est pour ça que la position de la juridiction me paraît être du bon sens. Parce que si ça d'aller voir... Ce sont les juges qui ont demandé à... Non, mais en fait, le bureau du procureur avait indiqué qu'il finalement présenterait moins de témoins que ce qui avait été annoncé. Elle avait annoncé 168. Exactement. Et finalement, mais parce qu'à un moment donné, c'est que ne faut pas se ridiculiser. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Mais si c'est pour poursuivre ces auditions qui décrédibilisent d'autant le bureau du procureur... que la CPI peut-être elle-même aussi. Oui, que la CPI elle-même. Mais parce que c'est vrai que quand on parle du bureau du procureur, dans le langage public, on dit la CPI. En réalité, c'est toute cette institution qui est mise à mal au regard de l'attitude du bureau du procureur. Mais en même temps, c'est normal. Il ne faut pas oublier que le bureau du procureur a l'opportunité de poursuivre. C'est le bureau du procureur qui décide ou pas de poursuivre tel ou tel individu. Donc dès lors qu'ils ont décidé de poursuivre le président Laurent Gbagbo, on s'attendait à un dossier solide, avec une chaîne de commandement solide, puisque je vous rappelle qu'on a quand même indiqué que le président Laurent Gbagbo serait pratiquement tribaliste, et puis la chaîne de commandement démontrait le contraire. Par contre, si on voit la chaîne de commandement de M. Ouattara, on voit de quel côté se situe le tribalisme. Donc, quand on voit tout ça, tous les éléments finalement qu'on a voulu imputer au président Laurent Gbagbo finissent par se retourner contre le bureau du procureur et faire un effet miroir à l'égard de M. Ouattara et de son camp. Donc ça devient gênant, ça devient vraiment gênant. Donc le bureau du procureur a quand même tout intérêt, peut-être à se focaliser sur les témoins qu'elle estime être les plus pertinents, et à les faire défiler, quoique tous ces témoins qu'elle avait annoncés comme des témoins choc se sont tous avérés, comme on l'indiquait tout à l'heure, des témoins à décharge. Donc on verra bien finalement quel sera le nombre exact de témoins qu'elle finira par présenter devant la juridiction. Maître Abiba Touré, quand on regarde l'évolution du procès, vous qui êtes spécialiste du droit, combien de temps pourrait durer ce procès? Combien de temps? Alors, à l'allure où vont à l'allure où ça va, on sait très bien que ça pourrait durer encore entre 2, 3, 4 ans. Voilà. Ça pourrait être assez long, évidemment. Vous avez vu qu'on a commencé, le bureau du procureur a commencé à présenter ses témoins en 2016, en début d'année 2016. On est
on est à la mi-2017, on a bientôt terminé l'année 2017. Bon, et le bureau du procureur n'a pas terminé. Donc c'est long, c'est très long, c'est très long. Bon, et puis vous avez vu aussi les suspensions d'audience, puisqu'il y a régulièrement des suspensions d'audience qui s'expliquent notamment par le manque de moyens de la Cour. Donc des fois, elle fait des suspensions d'audience. Entre parenthèses, je ne vois pas pourquoi c'est le président Laurent Gbagbo qui devrait faire les frais des manques de moyens de la Cour qui nécessitent des suspensions d'audience. Je veux dire, il faut en tirer les conséquences et en permettant la libération du président Laurent Gbagbo, parce que je ne vois pas pourquoi ce serait lui à qui on devrait imputer le manque de moyens de la juridiction. Ça paraît aberrant. Bon, donc quand on voit les suspensions d'audience, le nombre de témoins, les durées des auditions de chaque témoin, on voit bien que on en a encore pour quelques années, malheureusement. Vous avez dit 3 ans. Oui, à peu près. 3 ans. Je reviens un peu au témoin, vous en avez parlé. Sam l'Africain, qui était venu témoigner à décharge contre le président Gbagbo, il est rentré à Abidjan et depuis il est en prison. Qu'est-ce que vous dites de la protection des témoins qui viennent à la CPI? Parce qu'il est en prison. Hein, oui, il est en prison, mais on va vous expliquer qu'il n'est pas en prison pour avoir témoigné devant la CPI, mais il est en prison pour avoir tenu des propos bien après sa comparution à la CPI. Il a été jugé pour les propos qu'on lui a imputés, il a été condamné et il purge sa peine. Alors après, est-ce que effectivement ce sont des représailles au regard du témoignage à décharge? On pourrait aussi vous expliquer, mais alors, si vous estimez que c'est cela, pourquoi tous les autres témoins qui sont venus n'ont pas été envoyés en prison, condamnés puis envoyés en prison. Donc, je me fais l'avocat du diable, mais je suppose que c'est ce qui va être évoqué. Maintenant, à la question de savoir, est-ce qu'on parle d'un état de droit en Côte d'Ivoire? Les prisonniers politiques, quand vous voyez les milliers de personnes qui sont parquées dans les camps de réfugiés dans toute la sous-région, ça vous permet d'avoir une réponse. Tout cela met à mal l'idée même qu'il puisse y avoir un état de droit en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous parliez, n'est-ce pas, c'est une perche que vous me tendez, vous parlez des réfugiés. Il y en a encore beaucoup au Togo, au Libéria, notamment au Ghana. De plus en plus, moi j'étais un ancien réfugié au Ghana. Les frères là-bas disent que de plus en plus les conditions avec le HCR deviennent difficiles. Alors qu'est-ce qui se passe si vous en savez que... Non mais écoutez, être réfugié est toujours quelque chose d'extrêmement difficile, et on sait très bien que la vie d'un réfugié dans des camps de réfugiés, c'est une vie de précarité, de misère. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle, franchement, en toute honnêteté, quand je vois la situation, quand on a parlé du miracle ivoirien à une époque, quand on voit la vie qu'ont eu les Ivoiriens à un moment donné, pour que des Ivoiriens quittent leur pays, pour aller se parquer dans des conditions inhumaines, précaires, dans des camps de réfugiés, c'est que ce qu'ils craignent ne doit pas être traité à la légère. Et ce qui est fou, moi mon sens, c'est qu'il faut interpeller aussi bien aussi bien les Nations Unies qu'un certain nombre d'États sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que si ces personnes-là ne rentrent pas, c'est bien parce qu'elles risquent quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou quand même que sous le vilain président Laurent Gbagbo, qu'on se plaît à présenter comme un dictateur, il n'y ait pas eu un seul camp de réfugiés dans toute la sous-région qui ait accueilli des Ivoiriens. Et sous le grand démocrate Ouattara installé à coups de bombe, vous ayez des tas de camps de réfugiés où se parquent des Ivoiriens. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut en tirer les conséquences et que chaque État qui a participé notamment à ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, doit pouvoir accueillir son lot de migrants. Et on accueille des Syriens, au prétexte que ce qu'ils vivent là-bas est terrible, mais on ne se pose pas la question des migrants ivoiriens qui vivent des conditions terribles. Voilà, donc je pense que c'est surtout cela qui devrait amener, parce qu'un homme doit vivre dans des conditions dignes et humaines, et dans les conditions dans lesquelles ces réfugiés vivent là, elles sont ni dignes, ni humaines, et véritablement très peu s'en préoccupent. Et c'est alarmant et c'est scandaleux. Maître Abiba Touré, le nouveau président ghanéen, Nana Akufo-Addo, est très proche de Ouattara, tout le monde sait. Alors, les réfugiés ivoiriens aujourd'hui ont un peu peur de cette accointance entre le président Ouattara. Est-ce que entre le président Ouattara et Nana Akufo-Addo, est-ce que le HCR peut garantir, n'est-ce pas, leurs droits? Le HCR ne peut rien garantir de tout, puisque le HCR n'est pas un État souverain. Donc le HCR ne peut absolument rien garantir. Le HCR
fait ce qu'il a à faire en fonction de ses moyens et des préconisations de sa direction, mais c'est tout. Ils ne peuvent rien faire en réalité. Le sort, faut être honnête, c'est que ces réfugiés sont livrés à eux-mêmes. Hein. C'est ça la réalité, c'est qu'ils sont livrés à eux-mêmes et que ce sont les grands oubliés de la crise post-électorale, puisqu'on vous explique que maintenant tout va bien en Côte d'Ivoire, on vous parle d'une croissance à 2 chiffres, avec des milliers d'Ivoiriens qui vivent parqués dans des camps de réfugiés. Enfin, ça paraît aberrant. Donc si on élève les éléments de langage de la communication de M. Ouattara, il y a la triste réalité des camps de réfugiés ivoiriens qui témoignent, qui met justement en évidence le fait qu'il ne fait pas aussi bien beau de vivre en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, manifestement. Maître, M. Ouattara parle d'exil volontaire quand il parle des Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Est-ce qu'un exil est volontaire dans le droit? Mais cette expression est tellement ridicule, stupide et complètement éloignée de la réalité. L'exil n'est pas volontaire, il est subi. On ne s'exile pas lorsqu'on vit très bien dans son pays. Ça n'existe pas. Donc, je ne sais pas. Ça n'existe pas. Donc, l'exil est subi. L'exil volontaire c'est même antinomique, quasiment, ce qu'il indique, M. Ouattara. Deuxièmement, je propose à M. Ouattara, il a qu'à aller faire un stage, il a qu'à aller vivre dans un camp de réfugiés une semaine au Ghana, et puis on va voir si effectivement c'est volontaire au Ghana, et puis on verra bien si véritablement c'est volontaire, et puis s'ils sont à l'hôtel, et puis si tout se passe bien, et puis si c'est une colonie de vacances. D'accord, il a qu'à le faire. Dans ces cas-là, je dirais même c'est insultant à l'égard des Ivoiriens, du peuple ivoirien, d'avoir de tels propos. Et ça n'appelle pas à l'apaisement et à la réconciliation. Maître Abiba, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne, n'est-ce pas, de cet arrêt de la Cour d'appel de la CPI par rapport à Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que vous voulez que nous retenons? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est une note d'espoir. C'est que tout est encore possible, d'accord, puisque c'est vrai que c'est pas facile. On est à près de 6 ans de détention, c'est très difficile. Alors, il faut pas non plus faire un excès d'optimisme, mais il faut continuer de se battre. Et cette décision montre que lorsqu'on continue de se battre, on peut quand même faire bouger les choses. Donc, il faut vraiment continuer, il ne faut pas perdre espoir. On peut parvenir à une décision de mise en liberté provisoire du président Laurent Gbagbo. Donc, il faut vraiment continuer de se mobiliser, y croire et ne pas vraiment baisser les bras. Ce n'est pas la solution. Donc ça, à mon sens, c'est ce que nécessite la conclusion, en tout cas, que je pourrais faire de cet arrêt rendu par la Chambre d'appel, qui a étonné beaucoup de gens, mais qui témoigne du fait que quand on continue, lorsqu'on ne lâche pas l'affaire, lorsqu'on ne laisse pas une once de terrain à l'accusation, on peut parvenir à des choses positives. Merci, Maître Abiba Touré. Au nom de l'équipe de production, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, dans ce studio de BZD TV. Merci de m'avoir accueilli. La porte est ouverte. Nous aurons besoin de vos compétences pour nous éclairer davantage sur ces sujets ésotériques, on pourrait dire. Il n'y a pas de problème. Le droit est un langage extrêmement compliqué. Et merci d'être venu. Cette émission est terminée. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro de Schéma Directeur. Bonne soirée et bonjour. Merci. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny.
Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.